tout de suite l'invité de la rédaction. Eva Soto reçoit ce matin Eli Carmon, expert en contre-terrorisme et chercheur à l'université Reichman en Israël. Bonjour Eli Carmon. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Avant-hier, le Hezbollah a réussi à frapper une base de l'armée israélienne. 4 soldats ont été tués, 60 autres blessés. Hier encore, il y a des roquettes qui ont été tirées jusqu'à la ville de Nes Ciona, très loin donc de la frontière avec le Liban. Qu'est-ce qui explique une telle force de frappe du Hezbollah ? Malheureusement, le Hezbollah a reçu des coups très forts, tant du Mossad par les 2 actions très spéciales au premier jour de l'offensive israélienne, mais aussi par l'aviation israélienne. Mais l'arsenal du Hezbollah au début du conflit incluait 150 000, au moins 150 000 missiles de tout genre, peut-être 500 000 missiles de longue portée précis. Quelle comparaison, si on doit faire une comparaison avec le Hamas, quelle comparaison on peut faire sur l'arsenal entre le Hezbollah et le Hamas ? Il n'y a pas de comparaison. Même les grandes armées de la région n'ont pas tellement de missiles, parce que le Hezbollah a été battu comme l'arme missilistique de l'Iran, et aussi l'arme terrestre, parce qu'il n'y a pas de frontière entre l'Iran et l'Israël, et donc la force Radouane, c'est la force terrestre qui devait attaquer Israël, et nous savons depuis 2015-2017 qu'il y avait des plans présentés dans les vidéos de Hezbollah. Donc c'est clair que c'était une coproduction, si vous voulez, une coproduction entre l'Iran et le Hezbollah. Maintenant, selon le ministère de la Défense, 2 tiers de l'arsenal missilistique a été détruit. Je ne suis pas sûr encore, mais même s'il reste 1 tiers de cet arsenal, comme par le passé, le Hezbollah et aussi le Hamas gardent pour des raisons stratégiques une partie de cet arsenal. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu encore vraiment une vague d'attaque vers le centre de Tel Aviv avec des missiles qui peuvent avoir un poids de 500 à 1000 kilos, et ce sont des missiles précis. À mon avis, ils seront utilisés par le Hezbollah le moment où Israël attaquera l'Iran. C'est-à-dire, c'est ça la fonction principale de cette force. C'est pour cela qu'ils attaquent maintenant. La fonction principale du Hezbollah, vous dites c'est ça la fonction principale de cette force. C'est quoi la fonction principale du Hezbollah précisément ? C'est justement pour défendre l'Iran en cas d'une attaque à ses installations nucléaires. C'est ça la construction de cet arsenal depuis 2006, sans qu'Israël intervienne. Ça a été une faute stratégique énorme de tous les gouvernements, surtout le gouvernement de M. Netanyahu, qui n'ont rien fait pour arrêter ce flux d'armement. On a eu des opérations, surtout en Syrie, pour empêcher le passage de, disons, certains partis très spéciaux pour la précision, mais ça n'a pas marché. Et on a construit en Syrie des usines de fabrication pour être ensuite passer au Hezbollah. Même pour les drones, on dit que les derniers drones qui ont été utilisés, peut-être que c'était des drones russes et pas des drones iraniens, qui sont beaucoup plus précis et qu'on a des difficultés à identifier par la force aérienne. Eli Carmon, justement, ces drones, ça semble être le point d'achoppement de la défense anti-aérienne. Sur le drone qui a attaqué cette base de Tsahal, il a d'abord été vu par les radars, puis ensuite il a disparu, et c'est comme ça qu'il a pu exploser dans cette base de l'armée israélienne, parce qu'il avait été perdu par les radars. Pourquoi est-ce que les drones, ça pose autant de problèmes ? Israël, qui est le pionnier de la construction des drones depuis les années 70-80, n'a pas fait un effort pour contrecarrer des drones. D'ailleurs, on sait qu'une partie des drones de l'Iran, ce sont imitations des drones américains et israéliens qui sont tombés dans les mains des Iraniens, soit en Liban, soit en Syrie, et on a fait reverse engineering. Et ils ont réussi aussi à développer leurs propres moyens pour améliorer
la défense de ce genre de drones. Et Israël n'a pas fait, selon un des grands spécialistes dans ce domaine, le général Yitzhak Ben Israël, il y a, je crois, 2 jours, il a dit il n'y a eu pas de ressources financières. C'est impensable, mais ça, c'est un des problèmes qu'on a eu même le 7 octobre. C'est-à-dire il y a une série de fautes stratégiques dans la préparation de la guerre vis-à-vis le Hamas et vis-à-vis le Hezbollah. Justement, Eli Carmon, on a entendu Binyamin Netanyahou le dire, le Premier ministre israélien, le fait que la finule est utilisée par le Hezbollah comme bouclier humain. C'est aussi ce qu'on dit dans la bande de Gaza par rapport à la population civile utilisée comme bouclier humain par le Hamas. D'après vous, est-ce que les deux situations sont comparables, identiques ? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des positions de la finule qui devraient être défendues et où ils doivent se retirer, c'est-à-dire pour ne pas être endommagés ou qu'il y ait des victimes des soldats de la finule, ils doivent se retirer et garder leur sécurité dans les endroits où ils sont des points fixes. On sait par exemple qu'il Donc Binyamin Netanyahou a raison quand il leur dit qu'ils doivent se retirer. Oui, mais il a demandé aussi le retrait complet de la phase de la finule, ce que je crois n'est pas la meilleure raison parce qu'on se rappelle qu'en 1967, c'est Nasser, le président Nasser, qui a demandé le retrait des forces ONU. On sait le résultat de la guerre de 6 jours pour l'Égypte. Et je crois que maintenant, il a changé un peu de narrative Premier ministre Netanyahou, mais ils doivent être neutres et ne pas intervenir parce qu'il y a, par exemple, des postes d'observation ou des tunnels qu'on a découverts récemment, mais on savait que ça existait 150, 200 mètres à côté de ces, disons, points de... ce sont des camps de la finule. Et clairement, pour les dernières 5 années, ils étaient complètement au point sur ce qui se passe. Moi, je voudrais voir quels étaient les rapports. Vous voulez dire que la finule était au courant que le Hezbollah était en train de creuser des tunnels près de la frontière israélienne? C'est ça que vous voulez dire? Ils ne pourraient pas le faire autrement, parce que ça a pris des mois et peut-être des années. Certains tunnels sont très, très vieux et ils ont demandé beaucoup de travail. Et les postes d'observation de 20 mètres ou 30 mètres qui sont sur la frontière et les actions de sabotage de la force de la douane sur la frontière israélienne, par exemple, en endommageant les caméras de monitoring. Mais le fait est que l'armée israélienne et l'État d'Israël n'a rien fait pendant cette période. Mais c'est clairement le rôle, au moins, de rapporter. Et je ne sais pas quels étaient vraiment les rapports que la finule a fait au centre, d'état-major qui se trouve à New York, pour prendre des mesures. Parce que clairement, le Hezbollah et la force de la douane n'ont pas respecté la décision du Conseil de sécurité 1701 et rien n'a été fait pour changer la situation pendant des années. Alors, Eli Carmon, le Hezbollah, c'est un groupe terroriste et il y a aussi en France cette volonté de séparer le groupe terroriste et le Hezbollah, entre guillemets, parti politique qui a des élus au Parlement libanais. Votre regard d'expert en contre-terrorisme là-dessus, est-ce que c'est une analyse qui vous semble valide ? Non, il y a beaucoup d'États qui considèrent maintenant le Hezbollah en tout comme une organisation terroriste. D'ailleurs, quand certains États comme le Canada ou la Hollande ont décidé de mettre le Hezbollah comme organisation et pas sa branche militaire sur la liste des organisations terroristes, le chef du Hezbollah, et cela inclut Nasrallah, avait dit il n'y a pas de différence. Nous sommes une organisation et tous sommes membres politiques ou militaires, c'est la même organisation. Donc c'est une hypocrisie, si vous voulez, de certains gouvernements qui ne veulent pas reconnaître cette situation. Je vais vous donner un exemple. En Argentine, jusque dernièrement, le Hezbollah n'était pas considéré une organisation terroriste parce que les gouvernements péronistes ou ceux de Cristina Kirchner ou même ceux du président Macri ne voulaient pas mettre le Hezbollah
même après les deux grands attentats en 92 et 94. Mais le nouveau président, Mieli, a décidé, il y a, je crois, 2 ou 3 jours, de mettre le Hezbollah sur cette liste. Est-ce que quand le Hezbollah est sur une liste d'organisations terroristes et qu'on ne diffère pas la branche militaire de la branche politique, est-ce que ça permet à l'échelon international de mieux lutter contre ? Bien sûr, premièrement, sur le plan du financement, il y a des mécanismes internationaux très forts dans la lutte contre le financement. Et nous savons que le Hezbollah, une partie de ce financement provient des organisations, des NGO, des communautés chiites qui se trouvent en Europe, en Afrique, même en Amérique du Sud, et qui utilisent par exemple le trafic de drogue, stupéfiants, de drogue en Amérique du Sud. Et il y a eu même des opérations que les États-Unis, d'ailleurs, le président Obama à l'époque a arrêtées, qui impliquaient une coopération entre les États-Unis et l'Europe pour la lutte contre le Hezbollah comme trafiquant de stupéfiants. Merci beaucoup, Eli Carmon, expert en contre-terrorisme, chercheur à l'université Reichman en Israël, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Bonne journée à vous, merci.